Le château de Moulinsart est inspiré de la partie centrale du château de Cheverny. En effet, durant l'entre-deux-guerres, Hergé cherche un modèle pour le futur château de Moulinsart, qui apparaît pour la toute première fois, en 1942, dans Le secret de la licorne. Son choix se porte alors sur le château de Cheverny qu'il ampute de ses ailes, mais dont l'architecture classique correspond si parfaitement à sa technique, la ligne claire. Cheverny va gagner des hôtes de marque. Tintin, Milou, le capitaine Haddock et Nestor, mais perdra son nom et ses deux ailes. Le domaine de Cheverny est la propriété familiale des Huraux de Vibray, famille de financiers et d'officiers, qui se sont illustrés au service de plusieurs rois de France. Il a traversé l'histoire, tout en restant dans cette même famille depuis plus de 6 siècles. Le château a la particularité d'avoir toujours été habité et de l'être encore. Les propriétaires vivent dans l'aile droite et chaque génération s'efforce de l'entretenir avec passion et de l'embellir. En 1922, Philippe de Vibray, le grand-oncle des actuels propriétaires, décide d'ouvrir le château au public. Cette idée, novatrice pour l'époque, fait de Cheverny le tout premier château privé en France à s'inscrire dans un nouveau projet, partager l'histoire et la culture avec le plus grand nombre. Les premiers visiteurs purent ainsi découvrir la vie de château, la beauté des intérieurs et son écrin de verdure. Au fil du temps, les propriétaires ont continué l'œuvre de Philippe de Vibray, en innovant pour le plus grand bonheur des visiteurs et tout en restant fidèles à l'histoire du château et de la famille Huraux de Vibray. Le château présente des pièces de mobilier uniques et des aménagements intérieurs remarquablement conservés. La visite se déroule sur 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier et second étage. En tout, 17 pièces sont ouvertes à la visite, la famille Huraux de Vibray habitant dans le pavillon de droite. La salle d'armes. Restée en l'état depuis le XVIIe siècle, c'est la plus grande pièce du château et elle présente un décor admirable. Sur son plafond à la française, se mêlent des motifs de fleurs, guirlandes et armoiries. La cheminée attire le regard avec ses sculptures en ronde-bosse de Mercure et de Vénus, qui encadrent le tableau de Jean Mosnier, La mort d'Adonis. Au mur, une tapisserie exceptionnelle du XVIIe siècle de la manufacture des Gobelins retrace l'enlèvement de la belle Hélène par Paris. Et bien sûr, elle présente de nombreuses armes et armures des XVe, XVIe et XVIIe siècles, ainsi que l'histoire du régiment des dragons de Vibray. Considérée comme la pièce la plus richement décorée du château, la chambre du roi accueille au premier étage des œuvres picturales de Jean Mosnier, 1600 à 1656. 30 scènes inspirées de l'histoire de Théagène et Chariclée sont représentées sur les lambris. Un lit aux broderies persanes dans lequel dormit Henri IV. 6 tapisseries des ateliers de Paris intitulées « Les travaux d'Ulysse » et réalisées vers 1640. Au dernier palier du château, se cache la chapelle, ouverte à la visite depuis 2014. Bien que ses voûtes en ogive remontent au XVIIe siècle, elle n'est achevée qu'au XIXe siècle. Elle était bien prévue dans les plans initiaux du château, mais seule la voûte avait été réalisée.
C'est donc dans la première moitié du XIXe siècle que les propriétaires achèvent sa construction et son embellissement. Ils choisissent alors le style troubadour. Très en vogue à l'époque, le style troubadour dessine une vision idéalisée du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Sur les murs, des soleils sculptés rappellent les armes de la famille Hureau, ainsi que les H&M entrelacés pour Henri Hureau, fondateur de l'actuel château au XVIIe siècle, et Marguerite Gaillard de la Morinière, sa seconde épouse. La bibliothèque. Mobilier empire avec un bureau estampillé Jacob, principal fournisseur de l'empereur Napoléon Ier. L'estampille devient obligatoire en 1741 pour protéger les artisans français de la concurrence étrangère. 2000 livres avec des collections complètes. Le tapis du XVIIIe siècle provient du Caucase. Le Jardin de l'amour. 6 sculptures monumentales en bronze se dressent dans le parc du château, œuvre du sculpteur suédois Gudmar Olofsson. Le Jardin de l'amour est un hommage à la vie, à l'amour bien sûr et à la famille. Gudmar Olofsson, 1936 à 2017, vécut et travailla à Paris de 1959 jusqu'à sa mort et fut l'un des grands sculpteurs indépendants de sa génération. Les thèmes centraux de son œuvre sculpturale sont l'amour, le couple, la poésie des formes et la beauté. L'une des œuvres monumentales les plus réputées de l'artiste, Les Deux Arbres, peut aussi être admirée dans le bois de Boulogne à Paris, dans les jardins de Château Pétrus ainsi que dans le musée à ciel ouvert de Falsterbo en Suède. Le domaine de Cheverny s'étend sur 100 hectares et offre une grande diversité de types de visites, selon vos goûts, envies et temps disponibles. Que vous ayez 30 minutes ou la journée, vous pourrez opter pour le parcours de visite qui vous convient et faire une pause à l'orangerie du château pour déjeuner ou savourer nos délicieuses glaces artisanales. L'orangerie. L'orangerie du XVIIIe siècle servait d'abri aux orangers l'hiver. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie du mobilier national y trouva refuge, dont paraît-il la célèbre Joconde. Aujourd'hui, elle est aménagée en café-salon de thé, chauffé ou climatisé.
Le jardin des apprentis. Ce jardin d'agrément et d'ornement a été créé en 2006 dans le cadre d'un chantier de réinsertion. Il occupe l'ancien emplacement d'un jardin à la française disparu depuis longtemps, mais dont les plans originaux existent toujours. Aujourd'hui, ce jardin est à la fois classique par sa structure géométrique et ses parterres à la française et à la fois anglais par la perspective qu'il ouvre sur le parc. Situé entre le château et l'orangerie, il offre de magnifiques vues sur la façade nord, restaurée de 2017 à 2020. De nombreux bancs sont à votre disposition pour profiter de la pergola qui, à la belle saison, ploie sous les glycines mauves et blanches. Oui, c'est les